Une femme surnommée la plus belle du monde, mais dont la vie cachait des vérités bien plus sombres. Derrière le glamour, les diamants et les tapis rouges, il y avait une femme qui luttait pour survivre. Grâce à des enregistrements secrets de 1964 et 1965, découverts et révélés dans le documentaire Elizabeth Taylor, The Lost Tape en 2024, on découvre enfin sa voix authentique. Elle y parle des violences qu'elle a subies, de ses fausses couches, de son addiction, et d'un mari qui a pointé une arme sur elle pendant son sommeil. Elle nous confie « J'étais vendue comme un produit, comme de la viande ». Cette vidéo va explorer son enfance volée, ses mariages tumultueux, ses combats contre l'addiction et son héritage incroyable. Préparez-vous à voir au-delà de l'icône. Restez jusqu'à la fin pour une réflexion qui pourrait changer votre regard sur elle. C'est parti. Une enfance volée sous les projecteurs. Elizabeth Taylor est née le 27 février 1932 à Londres dans une famille d'Américains expatriés. Dès son plus jeune âge, elle semblait destinée à briller. Ses yeux violets, d'une intensité presque surnaturelle, et sa beauté précoce captivaient tous ceux qui la rencontraient. Mais cette beauté, qui deviendrait sa marque de fabrique, fut aussi sa première prison. À seulement 3 ans, sa mère, Sarah Taylor, une ancienne actrice aux ambitions inassouvies, l'inscrivit à des cours de ballet et de théâtre. Sarah voyait en sa fille une chance de réaliser ses propres rêves brisés. Elizabeth n'était pas seulement une enfant, elle était un projet, une étoile en devenir, façonnée pour la gloire avant même de savoir qui elle était. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, la famille Taylor fit l'Europe pour s'installer en Californie. À 7 ans, Elizabeth se retrouva dans un monde nouveau, loin de la grisaille londonienne, mais encore plus loin d'une enfance normale. À 9 ans, elle signa un contrat avec Universal Studios, un événement qui marqua le début de sa transformation en produit hollywoodien. Son premier rôle, à 10 ans, dans There's One Born Every Minute 1942, fut un tremplin modeste, mais c'est à 12 ans, avec National Velvet 1944, qu'elle devint une star. Ce film, qui racontait l'histoire d'une jeune fille passionnée de chevaux, fit d'elle un nom connu dans tous les foyers américains. Mais ce succès avait un coût. Elizabeth n'était plus une petite fille. Elle était un atout, une machine à générer des profits pour les studios. Dès son entrée à Hollywood, Elizabeth fut soumise à un contrôle implacable. Les studios, en particulier MGM, où elle signa après Universal, traitaient son corps comme une propriété. À peine préadolescente, elle fut mise sous des régimes stricts. Steak au petit déjeuner, pas de pain, pas de dessert. Les médecins du studio lui prescrivaient des traitements hormonaux pour ajuster son développement physique aux besoins des rôles. Chaque détail de son apparence, ses cheveux, sa peau, sa silhouette était scruté avec une précision obsessionnelle. Les essayages de costumes devenaient des épreuves humiliantes, où des hommes adultes mesuraient sa poitrine et ses hanches sous prétexte de perfection esthétique. On lui imposait des soutiens-gorge rembourrés ou des sous-vêtements serrés pour sculpter son corps selon les standards d'Hollywood. « Je n'étais pas une enfant, j'étais un produit », confiera-t-elle plus tard dans ses enregistrements. Ce contrôle s'étendait à son image publique. MGM façonnait chaque aspect de sa persona, douce, virginale, glamour. Lors des interviews, on lui dictait ses réponses. Lors des séances photos, son sourire était répété jusqu'à la perfection. Même son nom fut débattu, certains cadres voulaient le changer pour quelque chose de plus américain, mais sa mère s'y opposa. Elizabeth n'appartenait plus à elle-même. Elle était une marionnette, un symbole de la beauté idéale, une poupée vivante dont chaque mouvement était orchestré. Cette perte d'autonomie laissa des cicatrices profondes. Elle grandit sans apprendre à poser des limites, sans connaître la liberté de dire non. Je n'étais même pas adolescente, et déjà des inconnus décidaient de ce que je portais, de ce que je pesais, de qui j'étais, dira-t-elle. Cette enfance volée posa les bases d'une vie marquée par la recherche désespérée d'amour et de sécurité. Privée d'une identité propre, Elizabeth chercha à combler ce vide à travers des relations, des mariages et plus tard, des substances. Mais à ce stade, elle n'était qu'une enfant star, propulsée sous les projecteurs sans comprendre le prix de la célébrité. Son histoire, dès le départ, est celle d'une femme façonnée par les attentes des autres, luttant pour trouver sa propre voie dans un monde qui voulait la réduire à une image. Le contrôle implacable des studios. Une fois propulsée au rang de star, Elizabeth Taylor devint une propriété d'Hollywood, un rouage essentiel dans la machine à profit des studios. MGM, qui la signa après Universal, ne voyait pas en elle une jeune fille, mais un investissement. À l'adolescence, elle était déjà une marque, une icône soigneusement fabriquée pour incarner la féminité idéale des années 1940 et 1950. Mais derrière cette image glamour se cachait un contrôle oppressant qui touchait chaque aspect de sa vie. Son corps, son comportement, son image publique et même ses relations personnelles.
Les studios contrôlaient son apparence avec une précision quasi militaire. Dès l'âge de 12 ans, Elizabeth était soumise à des régimes stricts pour maintenir une silhouette jugée parfaite. Les repas étaient surveillés. Pas de glucides, pas de dessert, seulement des protéines maigres comme du steak ou du poulet. Les médecins du studio allaient jusqu'à prescrire des hormones pour influencer sa croissance, afin qu'elle corresponde aux standards des rôles qu'on lui assignait. Chaque imperfection, un bouton, une mèche de cheveux mal placée, était traitée comme une crise. Les essayages de costumes étaient particulièrement humiliants. Des costumiers, souvent des hommes, prenaient des mesures détaillées de son corps, commentant sa poitrine ou ses hanches comme s'il s'agissait d'un objet à sculpter. Elle devait porter des vêtements qui accentuaient sa silhouette, souvent inconfortables, pour créer l'illusion d'une perfection surnaturelle. Ce contrôle physique s'accompagnait d'une manipulation psychologique. MGM dictait ce qu'Elizabeth pouvait dire en public. Chaque interview était scénarisée, chaque réponse répétée pour renforcer son image de jeune fille pure et glamour. Les séances photos étaient interminables, avec des photographes exigeant des sourires parfaits et des poses étudiées. Même ses émotions étaient régulées. Elle n'avait pas le droit de montrer de la tristesse, de la colère ou de la fatigue. « Souris, Elizabeth, le monde te regarde », lui répétait-on. Cette pression constante pour incarner une perfection inaccessible la laissa isolée, incapable d'exprimer qui elle était vraiment. Les studios allaient jusqu'à orchestrer sa vie personnelle. À 18 ans, MGM arrangea son premier mariage avec Conrad Nicky Hilton Jr., héritier de la chaîne d'hôtels Hilton. Ce mariage n'était pas une histoire d'amour, mais une stratégie pour renforcer son image d'ingénue pure, un symbole de la moralité hollywoodienne. Le public voyait un conte de fées, mais Elizabeth n'avait pas son mot à dire. Elle était une adolescente, sans expérience des relations, poussée dans un mariage qu'elle ne comprenait pas. Ce contrôle sur sa vie amoureuse n'était que le début d'une série de manipulations qui marquerait ses relations futures. Le système des studios à cette époque était impitoyable. Les contrats d'exclusivité liaient les acteurs à une seule compagnie qui décidait de leur rôle, de leur emploi du temps et même de leur vie privée. Elizabeth, comme d'autres stars, n'avait presque aucun pouvoir de négociation. Les studios pouvaient suspendre les acteurs qui désobéissaient, ruiner leur carrière ou les forcer à jouer dans des films de moindre qualité pour les punir. Pour Elizabeth, cette menace était constante. Quand elle tenta de s'affirmer, par exemple en demandant plus de liberté dans ses choix vestimentaires, on lui rappela qu'elle était remplaçable. Cette dynamique de pouvoir la laissa vulnérable, incapable de se protéger face aux abus futurs. Pourtant, Elizabeth trouva des moyens de résister, même subtilement. Elle développa une force intérieure, une capacité à naviguer dans cet environnement oppressant, tout en préservant une part d'elle-même. Elle apprit à jouer le jeu, à sourire pour les caméras tout en gardant ses pensées pour elle. Mais ce double rôle, la star parfaite en public, la jeune femme vulnérable en privé, creusa un fossé émotionnel. Elle confia plus tard « J'étais deux personnes, celle que le monde voyait et celle que je cachais pour survivre. » Cette dualité devint une constante dans sa vie, alimentant ses luttes intérieures et son besoin de trouver un amour authentique. Le contrôle des studios ne se limitait pas à Elizabeth. D'autres jeunes stars, comme Shirley Temple ou Mickey Rooney, vivaient des expériences similaires, mais Elizabeth était unique par l'intensité de son exploitation. Sa beauté exceptionnelle et son talent naturel en faisaient une cible idéale pour les studios, qui voyaient en elle une mine d'or. Mais ce traitement la priva d'une adolescence normale, la poussant à chercher l'approbation et l'amour ailleurs, souvent dans des relations destructrices. Cette période de sa vie, marquée par la perte de son autonomie, posa les bases des drames personnels qui suivraient. Mariage tumultueux et violence. Elizabeth Taylor est connue pour ses 8 mariages, mais ces unions n'étaient pas les contes de fées que le public imaginait. Chacun de ces mariages reflétait son besoin désespéré d'amour et de sécurité, mais aussi les cicatrices d'une vie sous contrôle. Son premier mariage, à 18 ans, avec Conrad Nicky Hilton Jr., fut orchestré par MGM pour renforcer son image d'ingénu pur. Hilton, héritier charismatique, semblait parfait pour le rôle. Mais derrière les portes closes, il était alcoolique, colérique et violent. Elizabeth révéla plus tard que les abus commencèrent presque immédiatement. Il disparaissait pendant des heures, rentrait ivre, criait, cassait des meubles. Lors d'une dispute, alors qu'elle était enceinte, il la frappa au ventre, provoquant une fausse couche dévastatrice. Il était cruel, confia-t-elle à Barbara Walters. Ce mariage, qui dura 8 mois, lui apprit que l'amour ne garantissait pas la sécurité. Son deuxième mariage, avec Michael Wilding, un acteur anglais plus âgé, semblait offrir une stabilité. Mais Wilding, bien que doux, était dépassé par la célébrité d'Elizabeth.
Leur relation s'effrita sous le poids des pressions de l'extérieur et de l'insécurité d'Elizabeth. Puis vint Mike Todd, producteur à Broadway et Hollywood, qui changea tout. Todd était protecteur, confiant et faisait rire Elizabeth. Il me faisait sentir belle, intelligente, en sécurité, dira-t-elle. Ils se marièrent en 1957 et elle donna naissance à leur fille, Lisa. Todd lui offrait des cadeaux extravagants, comme un diamant de 29 carats, mais ce qu'elle chérissait, c'était son amour sincère. Tragiquement, Todd mourut en 1958 dans un accident d'avion, laissant Elizabeth veuve à 26 ans. Sa douleur était insupportable, elle s'effondra, hurlant, incapable d'accepter sa perte. Dans son chagrin, Elizabeth se tourna vers Eddie Fisher, le meilleur ami de Todd. Fisher, marié à Debbie Reynolds, devint son refuge. Leur liaison, révélée publiquement, déclencha un scandale massif. Les médias la dépeignirent comme une briseuse de ménage et le public la conspua. « Je n'ai pas volé son mari, j'étais en douleur », expliqua-t-elle. Leur mariage, en 1959, fut marqué par la culpabilité et l'instabilité. Fisher devint jaloux, contrôlant et menaçant. Dans ses enregistrements, Elizabeth révéla qu'il s'asseyait à son chevet avec un revolver, murmurant « Tu es trop jolie pour que je te tue ». Cette violence psychologique la piégea dans une cage dorée. Puis vint Richard Burton, rencontré sur le tournage de Cléopâtre en 1961. Leur alchimie fut explosive, malgré leurs mariages respectifs. Leur liaison fit scandale, condamnée par le Vatican et les médias. Ils se marièrent en 1964, 10 jours après le divorce d'Elizabeth avec Fisher. Leur relation, passionnée et destructrice, était marquée par des disputes violentes, de l'alcool et une dépendance mutuelle. Ils divorcèrent en 1974, se remarièrent en 1975, puis divorcèrent à nouveau. Nous étions comme des allumettes dans une boîte, dira Elizabeth. Burton resta l'amour de sa vie, même après sa mort en 1984. Ses mariages ultérieurs, notamment avec John Warner et Larry Fortansky, reflétaient son désir de stabilité. Fortansky, un ouvrier rencontré en cure de désintoxication, offrit une simplicité rare. Leur mariage, de 1991 à 1996, fut discret, mais la pression de la célébrité le brisa. Chaque union montrait une femme cherchant l'amour qu'elle n'avait jamais connu enfant, mais confrontée à des trahisons, des abus et des pertes. Ces relations, souvent médiatisées comme des contes glamour, étaient en réalité des champs de bataille émotionnels. L'ombre de l'addiction. Elizabeth Taylor n'a pas commencé à boire ou à prendre des médicaments pour s'amuser, mais pour survivre. Dès son adolescence, l'alcool était une armure contre la pression d'Hollywood. « Je buvais pour avoir du courage », confia-t-elle. Après la mort de Mike Todd en 1958, sa douleur la poussa vers les sédatifs et les somnifères prescrits par des médecins complaisants. Au fil des années, sa consommation s'intensifia, mêlant whisky, Demerol, Valium et autres narcotiques. Pendant ses années avec Richard Burton, elle mélangeait alcool et barbiturique pour supporter leurs disputes et le chaos de la célébrité. Sa tolérance devint légendaire. Elle pouvait consommer des quantités alarmantes sans perdre son charme en public. Mais en privé, elle s'effondrait. Les dossiers médicaux révèlent qu'entre 1983 et 1988, elle reçut plus de 1000 prescriptions pour 28 substances différentes, des analgésiques aux benzodiazépines. Certains matins, elle se réveillait désorientée, incapable de savoir où elle était. Pourtant, le public ne voyait rien. Elle continuait les interviews, les tapis rouges, cachant sa douleur derrière son eyeliner et son sourire. En 1983, sa famille et ses amis, dont son frère Howard et l'acteur Roddy McDowall, organisèrent une intervention. Elizabeth, d'abord en colère, finit par accepter la vérité. « Je suis Elizabeth, je suis alcoolique et addict. » Elle entra au Betty Ford Center, devenant la première grande star à assumer publiquement sa cure. Là, elle fit face à ses traumatismes, l'enfance volée, les abus, le deuil. Ce séjour, puis un second en 1988 après une rechute, transforma sa vie. Elle parla ouvertement de son addiction, brisant le stigma à une époque où c'était tabou, surtout pour une femme. Sa franchise changea la perception publique de l'addiction, la faisant passer d'un échec moral à un problème médical. Les rôles cinématographiques qui ont défini une légende. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une icône glamour ou une figure de scandale. Elle était une actrice d'un talent exceptionnel, capable de captiver les spectateurs par sa présence et sa profondeur émotionnelle. Ses rôles au cinéma, souvent éclipsés par les gros titres sur sa vie personnelle, ont marqué l'histoire d'Hollywood et prouvé qu'elle était bien plus qu'un visage parfait. Dans cette partie,
Nous allons plonger dans les performances qui ont défini sa carrière, de Cléopâtre à Où est Alfred of Virginia Woolf, et explorer comment elle a utilisé son art pour transcender les limites imposées par son image. L'un de ses rôles les plus emblématiques fut celui de Cléopâtre dans le film éponyme de 1963. Ce film, l'un des plus coûteux de l'histoire à l'époque, fut un pari risqué pour la 21 Century Fox, avec un budget dépassant les 40 millions de dollars, équivalent à environ 350 millions aujourd'hui. Elizabeth, à 29 ans, était au sommet de sa gloire, mais aussi au cœur d'un scandale mondial à cause de sa liaison avec Richard Burton. Son interprétation de la reine d'Égypte était à la fois majestueuse et vulnérable, capturant la grandeur de Cléopâtre tout en y insufflant une humanité complexe. Elle passa des mois à se préparer, apprenant l'histoire égyptienne et travaillant sur son accent pour donner de la crédibilité au rôle. Mais le tournage fut un calvaire, elle tomba gravement malade, subissant une trachéotomie d'urgence qui laissa une cicatrice visible sur son cou. Pourtant, elle revint sur le plateau avec une détermination féroce, prouvant que sa résilience surpassait les obstacles. Cléopâtre n'était pas seulement un rôle, c'était une métaphore de sa propre vie. Comme la reine, Élisabeth était adorée, scrutée et souvent mal comprise. Le film, malgré des critiques mitigées, fut un succès commercial et son image en Cléopâtre avec ses costumes somptueux et son maquillage dramatique devint iconique. Elle gagna $1 million pour ce rôle, une somme inédite pour une actrice à l'époque, renforçant son statut de superstar. Mais pour Élisabeth, ce film représentait aussi un moment de rébellion. Elle refusait de n'être qu'un objet de désir, insufflant à Cléopâtre une force intérieure qui reflétait sa propre lutte pour l'autonomie. Un autre rôle marquant fut celui de Martha dans Où est Alfred of Virginia Woolf, 1966, qui lui valut un Oscar de la meilleure actrice. Ce film, adapté de la pièce d'Édouard Albé, montrait Élisabeth sous un jour nouveau. Loin de la glamour queen, elle incarnait une femme d'âge mûr, aigrie et émotionnellement brisée. Pour ce rôle, elle prit du poids, porta des perruques grises et des vêtements informes, abandonnant l'image parfaite qu'Hollywood lui imposait. Sa performance était crue, viscérale et déchirante, capturant la douleur d'un mariage dysfonctionnel, un écho troublant de sa relation avec Burton, qui jouait son mari à l'écran. Les critiques furent unanimes, saluant sa capacité à se transformer et à plonger dans les émotions les plus sombres. Élisabeth elle-même dira « Martha, c'était moi, sans le filtre. J'ai mis tout ce que j'avais dans ce rôle. » D'autres films, comme Cat on a Hot Roof, 1958, et Suddenly, Last Summer, 1959, montrèrent sa polyvalence. Dans Cat on a Hot Roof, elle joua Maggie, une femme passionnée luttant pour sauver son mariage, un rôle qui résonnait avec ses propres luttes amoureuses. Dans Suddenly, Last Summer, elle incarna une femme hantée par un traumatisme, prouvant qu'elle pouvait naviguer des rôles psychologiques complexes. Ses performances ne se contentaient pas de divertir. Elle révélait une artiste qui utilisait le cinéma pour exprimer ce qu'elle ne pouvait dire dans sa vie personnelle. Son talent était d'autant plus remarquable qu'il s'épanouissait sous une pression constante. Pendant le tournage de Cléopâtre, les paparazzi la traquaient, et pendant Où est Alfred of Virginia Woolf, elle devait jongler avec sa relation tumultueuse avec Burton. Pourtant, elle transformait chaque défi en une opportunité de briller. Ses rôles n'étaient pas seulement des performances, ils étaient des actes de résistance contre un système qui voulait la réduire à une image. En jouant des femmes fortes, brisées ou complexes, Élisabeth trouvait un moyen de reprendre le contrôle, ne serait-ce que devant la caméra, la pression des médias et du public. Élisabeth Taylor vivait sous un microscope. Dès son adolescence, les médias la suivaient sans relâche, transformant chaque aspect de sa vie en un spectacle public. Surnommée la plus belle femme du monde, elle était à la fois adulée et disséquée, son image glamour devenant une arme à double tranchant. Cette partie explore comment la presse et le public ont façonné sa vie, amplifiant ses luttes personnelles et transformant ses moments les plus intimes en scandales mondiaux. Dès ses débuts, les médias étaient obsédés par sa beauté. Les magazines comme Life et Photoplay publiaient des articles sur ses yeux violets, sa silhouette parfaite et son charme juvénile. Mais cette fascination avait un prix. Chaque détail de son apparence, 1 kilo en trop, une coiffure imparfaite, faisait la une. Les tabloïds scrutaient ses moindres gestes, créant des récits qui alimentaient la curiosité du public. Quand elle signa avec MGM à 12 ans, les studios exploitèrent cette attention, orchestrant des séances photos et des interviews pour renforcer son image de poupée glamour. Mais cette exposition constante la priva d'intimité, la forçant à vivre pour les autres. Le scandale de sa liaison avec Eddie Fisher, en 1959, marqua un tournant. Lorsque sa relation avec Fisher, mariée à Debbie Reynolds, fut révélée, les médias la dépeignirent comme une briseuse de ménage. Les titres étaient impitoyables.
Lise vole le mari de Debbie. Des manifestants brandissaient des pancartes lors des concerts de Fisher, criant « Rentre chez toi, Lise ». L'Église catholique la condamna, et le public, qui l'avait autrefois adorée, se retourna contre elle. Elizabeth, encore en deuil de Mike Todd, était dévastée. « Je n'ai pas essayé de prendre son mari. J'étais en douleur », confia-t-elle, mais les médias n'avaient que faire de sa vérité. Ils voulaient un drame. La frénésie médiatique atteignit son apogée avec sa relation avec Richard Burton. Leur liaison sur le tournage de Cléopâtre déclencha une tempête mondiale. Les paparazzi les traquaient à Rome, publiant des photos volées d'eux s'embrassant sur un yacht. Le Vatican dénonça leur vagabondage érotique, et des sénateurs américains envisagèrent de lui interdire de rentrer aux États-Unis. Elizabeth et Burton, surnommés Lise and Dick, devinrent le couple le plus médiatisé de l'époque. Chaque dispute, chaque réconciliation, chaque bijou offert par Burton faisait la une. Cette pression constante exacerbait leur lutte personnelle, alimentant leurs disputes et leur consommation d'alcool. Les médias ne se contentaient pas de rapporter, ils inventaient. Des rumeurs infondées sur des liaisons, des grossesses ou des comportements scandaleux circulaient constamment. Elizabeth apprit à vivre avec cette intrusion, mais elle en souffrait. Dans ses enregistrements secrets, elle confia « Je ne me reconnaissais pas dans leurs histoires. Ils parlaient d'une femme que je ne connaissais pas. » Cette déconnexion entre son moi authentique et l'image publique la laissait isolée, renforçant son sentiment d'être un produit plutôt qu'une personne. Pourtant, Elizabeth trouva des moyens de reprendre le contrôle. Dans les années 1980, elle utilisa les médias à son avantage pour promouvoir sa lutte contre le sida. En s'exprimant ouvertement sur des sujets tabous, elle redirigea l'attention vers des causes qui comptaient. Mais cette stratégie avait un coût. Chaque interview, chaque apparition publique rouvrait de vieilles blessures. Le public voulait des détails sur ses mariages, ses diamants, pas sur ses combats intérieurs. Cette tension entre ce qu'elle voulait partager et ce que le monde exigeait d'elle resta une constante jusqu'à la fin de sa vie. Une vie de résilience et de réinvention. Elizabeth Taylor n'était pas seulement une survivante. Elle était une femme qui se réinventait constamment face aux épreuves. Cette dernière partie explore sa résilience, de ses combats contre l'addiction à ces dernières années, et comment elle a redéfini son héritage au-delà du glamour et des scandales. Après son premier séjour au Betty Ford Center en 1983, Elizabeth fit preuve d'un courage rare en parlant publiquement de son addiction. À une époque où l'alcoolisme et la dépendance étaient stigmatisés, surtout pour les femmes, elle brisa le silence. Son second séjour, en 1988, après une rechute, montra qu'elle n'avait pas peur d'admettre ses failles. « Sans aide, je serais morte », confia-t-elle. Cette honnêteté transforma la perception publique de l'addiction, inspirant d'autres à chercher de l'aide. Dans les années 1990, Elizabeth se concentra sur son activisme et son empire commercial. Sa ligne de parfums, White Diamonds, devint un phénomène générant plus d'1 milliard de dollars. Elle utilisa ses revenus pour financer sa fondation contre le sida, prouvant que sa célébrité pouvait être une force pour le bien. Elle continua à visiter des hôpitaux, à parler lors de galas et à défendre les droits des malades, même quand sa santé déclinait. Atteinte de problèmes cardiaques et d'autres maladies, elle passa ses dernières années dans la douleur, mais restait alerte, riant et portant son rouge à lèvres jusqu'à la fin. Sa mort, le 21 mars 2011, marqua la fin d'une ère. Ses funérailles, élégantes et privées, reflétaient sa personnalité. Elle demanda à arriver avec 15 minutes de retard, un clin d'œil à son style inimitable. Sa succession, estimée entre 600 millions et 1 milliard de dollars, témoignait de son succès, mais son véritable héritage était ailleurs. Elle laissa derrière elle une fondation qui continue de sauver des vies, une filmographie légendaire et une histoire de résilience qui inspire encore. Elizabeth Taylor nous enseigne que la force naît des failles. Elle a transformé sa douleur, une enfance volée, des mariages brisés, une addiction, en un héritage de compassion et de courage. Elle n'était pas parfaite, mais elle était humaine, et c'est ce qui la rend immortelle. La quête d'une identité propre. Dans les enregistrements secrets de 1964 et 1965, révélés dans Elizabeth Taylor, The Lost Tape, Elizabeth dévoile une vérité poignante. Elle ne se reconnaissait pas dans l'icône que le monde adulait. Il y a Elizabeth Taylor, et puis il y a celle en cellophane, disait-elle. Cette partie explore sa lutte pour se définir en dehors de l'image publique, une bataille contre la façade glamour qu'Hollywood et les médias avaient construite autour d'elle. L'Elizabeth publique était une création, une femme parfaite, sculptée pour les tapis rouges, les couvertures de magazines et les écrans de cinéma. Ses yeux violets, sa silhouette impeccable et son charme magnétique étaient célébrés comme divins. Mais pour Elizabeth,
Cette image était une prison. La femme en cellophane était brillante, transparente, mais vide à l'intérieur. Elle enviait parfois cette version d'elle-même, mais elle la détestait aussi. En privé, elle était fragile, rongée par la honte, le chagrin et le poids d'une vie sous contrôle. Je ne me sentais pas belle. Je me sentais scrutée, jugée, confia-t-elle. Cette dualité remontait à son enfance. Privée d'autonomie, elle n'avait jamais appris à se connaître en dehors des attentes des autres. Les studios dictaient son apparence, ses paroles, ses relations. Chaque sourire, chaque geste était chorégraphié. Cette perte d'identité la laissa vulnérable, cherchant l'approbation dans des mariages tumultueux et, plus tard, dans l'alcool et les médicaments. Dans ses enregistrements, elle parlait de jouer deux rôles, celui destiné aux caméras et celui nécessaire pour survivre. Cette tension constante la déchirait. Sa quête d'identité prit une nouvelle dimension dans les années 1970 et 1980, après ses divorces avec Burton. En entrant en cure au Betty Ford Center, elle affronta non seulement son addiction, mais aussi les traumatismes qui l'avaient alimenté, l'enfance volée, les abus, le deuil. La thérapie de groupe, où elle partageait une chambre avec des inconnus, lui offrit un rare espace pour être elle-même, sans jugement. Il se fichait que je sois Elizabeth Taylor. Il voulait juste que je sois une personne, dira-t-elle. Ce fut un tournant. Pour la première fois, elle commença à se voir comme une femme, pas comme une icône. Son activisme pour le sida fut aussi une façon de se réapproprier son identité. En s'engageant pour une cause impopulaire, elle défia l'image glamour qu'on lui imposait. Elle n'était plus seulement une star, elle était une voix pour les marginalisés. Ce choix reflétait son désir de donner un sens à sa célébrité, de l'utiliser pour quelque chose de plus grand qu'elle. Pourtant, même dans ces moments de triomphe, elle luttait contre l'insécurité. Je me demandais pourquoi quelqu'un pouvait m'admirer. Avoua-t-elle, cette vulnérabilité, cachée derrière son éclat public, rend son histoire universelle. Elizabeth Taylor était plus qu'une star, elle était une femme qui a survécu à l'impossible. Les enregistrements de The Lost Tape nous révèlent une vérité brute. Derrière le glamour, il y avait une lutte pour l'identité, l'amour et la liberté. Elle a transformé sa douleur en force, son nom en un symbole de changement. Alors, comment la voyez-vous maintenant? Une reine d'Hollywood ou une survivante qui tenait à peine debout? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez si son histoire vous a touché, et abonnez-vous pour plus de récits sur les icônes qui ont marqué l'histoire.